Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla, transformé dans son lit en une véritable vermine. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi à 10h, de 10h à 11h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma et musique. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité philosophique éditoriale. L'écrivain, c'est celui qui pousse le langage jusqu'à une limite. La limite du sens, là où commence la littérature, là où la philosophie aussi advient, sur la ligne fine qui sépare le sens du non-sens, l'énoncé du vide abyssal. Cet exercice d'équilibriste comme acte créateur, c'est Deleuze qui le décrit ainsi, ce vertige producteur de désirs, de machines désirantes, d'agencements, de connexions, de réseaux qui injectent des flux de désirs dans la réalité. Quoi de plus stimulant que de se contorsionner pour saisir ces flux, dans leur animalité même, dans leur monstruosité parfois. C'est ce que Deleuze, accompagné de son acolyte Félix Guattari, lit dans l'œuvre de Kafka. Et nous avons moins de 50 minutes pour tout comprendre. Grâce à vous, Guillaume Thibertin-Blanc, bonjour à vous. Bonjour, vaste programme. Aucune pression. Vous êtes maître de conférence en philosophie contemporaine à l'université Toulouse-Le Mirail, spécialiste de Deleuze et Guattari, auquel vous avez consacré 2 ouvrages. Et c'est vous donc qui allez nous guider dans l'œuvre de Kafka. Kafka qui, selon Deleuze, porte le langage à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. Écoutez. Écrire, c'est forcément pousser le langage jusqu'à une certaine limite. Mettons, si je dis le piaulement douloureux. Piaulement douloureux, tout le monde se dit, bon, oui, Kafka. Kafka, c'est la métamorphose. Hein. Le gérant qui s'écrie, vous avez entendu, on dirait un animal. Hein. Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les hommes qui savent mourir ou qui meurent, c'est les bêtes. Hein. Et les hommes, quand ils meurent comme des bêtes. Oui, en ce sens, si l'écrivain, c'est bien celui qui pousse le langage jusqu'à une limite qui sépare le langage de l'animalité, qui sépare le langage du cri, qui sépare le langage du chant. À ce moment-là, il faut dire oui, l'écrivain, il est responsable devant les animaux qui meurent. Et être responsable devant les animaux qui meurent, c'est-à-dire répondre des animaux qui meurent. Et il n'y a pas de littérature qui porte pas le langage et la syntaxe à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. We are all animals, chante The Rakes. Nous sommes tous des animaux. Pour Deleuze, il y a un devenir animal à l'œuvre dans une certaine forme de littérature, et c'est ce qu'il appelle avec Félix Guattari la littérature mineure, sans doute, qu'on trouve, c'est le titre de leur essai publié en 1975. Kafka est le porte-parole de cette littérature parce qu'il est l'auteur notamment de formes courtes. Alors quel est le lien, Guillaume Thibertin-Blanc, entre l'animalité et Kafka ? Bon, la question est large. Alors, bon, d'abord, peut-être, on peut dire simplement pour commencer quelque chose d'assez général, à savoir que Kafka est d'abord héritier de toute une tradition littéraire pour laquelle l'animalité est un motif omniprésent, qui est la tradition, disons, du conte, ou des contes, ou de la nouvelle. Pour Deleuze et Guattari, Kafka s'inscrit dans cette tradition-là et en même temps introduit quelque chose de tout à fait inédit, qui est une manière de penser le devenir animal
comme un moteur d'écriture, c'est-à-dire l'idée que le processus matériel de l'écriture, dans le travail littéraire, se connecte, pas nécessairement de façon contingente, mais chez certains écrivains ça apparaît de façon tout à fait nécessaire, se connecte à des expériences non anthropologiques de l'humain, disons. Donc c'est là que la citation que l'extrait de Deleuze que vous avez passé. C'est un extrait de l'abécédaire de Deleuze, un A comme animal. Très beau. On voit que Deleuze tourne autour de l'idée d'une double limite, qui est une limite du langage, où qui est la question de savoir comment la littérature travaille le langage pour la pousser jusqu'à ses limites, ses limites de non-sens, ses limites impossible, et en même temps il travaille sur la question de la limite de l'anthropos, de l'humain, disons, et pour tester l'hypothèse qu'il commence à réfléchir avec Guattari déjà dans l'Anti-Oedipe 3 ans avant leur livre sur Kafka dont on parlera pendant cette séance, l'idée que la subjectivité traverse des expériences non humaines. Voilà. Et que donc, du point de vue anthropologique, du point de vue d'une anthropologie philosophique, ça revient à dire que l'humain ne maîtrise pas lui-même sa propre mesure, n'est pas détenteur lui-même de sa norme, et donc ne maîtrise pas ce qui le différencie des non-humains. Ce qui est surprenant, c'est que associer Kafka à une forme d'animalité paraît évident, puisque Kafka est l'auteur de La Métamorphose, notamment donc de cet homme qui se réveille en cancrelat ou en vermine ou en cafard selon les traductions. Le thème de l'animalité est très présent dans l'œuvre de Kafka, mais Deleuze et Guattari n'associe pas directement Kafka au contenu de son œuvre, mais aussi à la forme. Le devenir animal, disent-ils, ne peut pas être développé en roman. C'est le propre des formes brèves. C'est ça qui est difficile à comprendre. Ouais, c'est un point vraiment intéressant que vous soulevez. Bon, ça s'inscrit, là aussi pour fixer peut-être un cadre général pour nos auditeurs, ça s'inscrit dans un parti pris d'abord de lecture de Deleuze et Guattari, qui consiste à prendre au sérieux le caractère fragmentaire et hétérogène de l'œuvre de Kafka, dont l'unification est très complexe. Parce qu'on a affaire à des romans, parce qu'on a affaire à des nouvelles, parce qu'on a affaire à des nouvelles qui sont en fait des romans avortés ou qui tournent court, parce qu'on a affaire à des lettres et à un journal colossal auquel Deleuze et Guattari prêtent également une grande importance. À partir de là, la question qui se pose à leurs yeux est de comprendre selon quels critères immanents à l'écriture certains textes achoppent, butent, tournent court et se termine rapidement en nouvelle, et quels sont au contraire les critères qui, plus libres d'une certaine manière, libèrent le processus d'écriture et débouchent sur des formes proprement romanesques, au point que les romans sont parfois inachevés, parmi les 3 grands romans de Kafka. On sait que l'inachèvement du roman est lui-même quelque chose qui a fait beaucoup écrire les kafkologues. Bon. Alors, je reviens du coup à votre question. L'idée de Deleuze et Guattari est que la nouvelle tourne chez Kafka autour du problème de trouver une issue. Trouver une issue à une situation en impasse existentielle, impasse qu'ils reformulent dans le cadre de leur polémique avec la psychanalyse, impasse oedipienne. Et c'est vrai que beaucoup de nouvelles se développent au moins à partir d'un trio familial dans lequel le sujet, le héros, le personnage principal, est pris en étau et en impasse. Le devenir animal est compris par Deleuze et Guattari chez Kafka à la fois comme l'expérimentation d'une issue à cette situation en impasse, et en même temps comme un procédé ou comme une invention précaire, ambiguë, qui risque sans cesse de faire rebasculer le personnage principal dans l'impasse où il était pris au départ. Oui, non, juste pour aller dans votre sens, je cite Deleuze et Guattari, tout le devenir animal de Grégoire, donc le personnage principal de La Métamorphose, son devenir coléoptère, hanneton, bousier, cancrelat, qui trace la ligne de fuite intense par rapport au triangle familial, mais surtout par rapport au triangle bureaucratique et commercial. En clair, devenir animal pour échapper au déterminisme familial que la psychanalyse a révélé avec notamment le complexe d'Oedipe. Oui, absolument. On devient animal pour fuir les relations humaines et leur déterminisme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une manière de sortir d'une anthropologie familialo-centrée, où le sujet se définirait par ses coordonnées généalogiques, par des problèmes d'origine et de filiation. Et donc, c'est une façon de penser comment la subjectivité peut s'emparer de forces animales pour échapper, effectivement, à ce codage familialiste là. Toute l'ambiguïté étant que l'animal est aussi pris dans cette anthropologie familialiste, ne serait-ce que parce qu'on a toute une histoire de la domestication animale, parce qu'on a toute une histoire d'intégration et de domestication symbolique de l'animal, par quoi l'animal prend un sens humain trop humain.
Domestication de l'animal, mais aussi parfois le fait de rendre l'animal, de le rendre homme. On parle du devenir animal, mais il y a aussi le devenir humain de l'animal. Kafka s'y est essayé dans un texte qui s'appelle « Les recherches d'un chien », où on voit peut-être le lien entre la subjectivité de l'homme et le devenir animal que décèle notamment Guattari. Je vous propose qu'on écoute un extrait des recherches d'un chien interprété par le comédien Vincent Schmitt, et puis juste après, la voix de Félix Guattari, dont il faut dire 2 mots. Guillaume Sibertin-Blanc, à tout de suite. On ne doit pas perdre de vue que, malgré mes singularités évidentes, je suis bien loin d'avoir renié ma race. C'est une chose étrange quand j'y réfléchis, et j'ai pour y réfléchir tout le loisir, le goût et les capacités nécessaires. C'est une chose bien étrange que la société canine. Il existe, en dehors de nous autres chiens, toutes sortes de créatures à la ronde, de pauvres êtres insignifiants, muets, réduits à certains cris. Beaucoup parmi nous autres chiens les étudient, leur ont donné des noms, cherchent à les aider, à les éduquer, à les cultiver, et ainsi de suite. Pour ma part, ils me sont indifférents. Sauf si, par exemple, ils essaient de me gêner, ou s'ils peuvent à l'occasion me procurer un bon morceau à me mettre sous la dent, ce qui arrive rarement dans nos régions, je les confonds les uns avec les autres, je ne m'intéresse pas à eux. Une chose, cependant, est trop frappante pour m'avoir échappé, c'est, en comparaison de nous autres chiens, leur manque de solidarité. On les voit passer les uns à côté des autres, étrangers les uns aux autres, muets et avec une sorte d'hostilité. Seul l'intérêt le plus vulgaire est extérieurement capable de les réunir un peu. Encore, cet intérêt provoque-t-il souvent la haine et le conflit. J'ai l'impression qu'il y a une matière kafkaïenne, que Kafka est un des interprètes, non pas du kafkaïsme, parce que ça ferait tout de suite, ça renverrait à des références idéologiques. Ah oui, dans quelle époque, dans quel siècle vivons-nous? Quelle tristesse, quelle misère. Pas du tout. L'effet Kafka, c'est quelque chose de virulent, c'est quelque chose qui véhicule un humour féroce, quelque chose qui remet en cause tout, les rapports à l'image de l'autre, les rapports à l'espace, les rapports au temps. C'est une sorte de modulation générale de toutes les coordonnées d'espace, de temps, de signification. Kafka, c'est un monsieur qui a découvert un effet K, exactement comme les Curie ont découvert la radioactivité. Guillaume Sibertin-Blanc, une fois n'est pas coutume, parlons de Guattari sans Deleuze. On dit toujours Deleuze et Guattari, mais Félix Guattari existe bel et bien. Il a indépendance. Il paraît. De Deleuze. Et c'est d'ailleurs à lui, c'est lui qui connaît extrêmement bien Kafka. Je ne sais pas si c'est lui qui a l'initiative du livre, mais en tout cas, il le connaît particulièrement bien. Ouais, vraisemblablement. Enfin, moi, je suis à peu près convaincu que le livre, effectivement, vient surtout de lui. Bon, peut-être quelques éléments. Qui est-il ? Alors, Guattari est un psychanalyste et philosophe, même s'il n'est pas reconnu comme tel par l'académie ou l'institution philosophique. C'est toujours bon signe, en fait. Oui, oui, c'est plutôt bon signe, ou signe de bonne santé intellectuelle. Bon. C'est l'un des fondateurs du courant de la psychothérapie institutionnelle en France, qui est à la fois l'équivalent et le meilleur adversaire, ou le plus proche ami-ennemi de l'antipsychiatrie, dont les traditions sont plutôt anglaises et italiennes. Guattari participe avec Jean Houry à la création de la clinique de Laborde au début des années 50, qui reste le symbole, disons, de ce courant-là, mais plus que symbole, c'est un courant d'une psychiatrie progressiste et contestataire, critique, contre les formes d'incarcération asilaire, qui est encore très présente, vivante, toujours fragile, mais toujours très vivante. Donc c'est d'autant mieux de pouvoir dire un mot de
de Guattari maintenant. Bon. Guattari rencontre Deleuze à la fin des années 60, à un moment où il est lui-même en rupture avec Lacan, qui sera à la fois son psychanalyste et son maître, au sens tout à fait noble du terme. C'est quelqu'un qui connaît très bien Lacan. Bon. Contrairement à ce qu'on a l'air de supposer parfois, même si évidemment il a pris ensuite beaucoup de liberté, à la fois théorique et sans doute clinique aussi, vis-à-vis de... Oui, parce que Deleuze et Guattari, vous l'avez dit avant d'écrire le Kafka, leur ouvrage sur Kafka, ont écrit un anti-Oedipe dans lequel ils s'en prennent de manière très virulente à la psychanalyse. Oui, ils s'en prennent de façon très virulente à la psychanalyse et ils s'en prennent de façon très virulente à ce qui leur paraît être une tendance de l'enseignement lacanien, non pas la seule. Et donc ils s'inscrivent d'une certaine manière à l'intérieur de toutes les problématiques soulevées par l'enseignement lacanien en essayant de diviser, c'est-à-dire de réintroduire du conflit, mais ça veut dire aussi de la réflexion, de l'expérimentation à l'intérieur du lacanisme en divisant en quelque sorte un héritage de Lacan contre un autre. Pour revenir peut-être à Kafka, Guattari, donc je mentionnais son travail de clinicien qui est important pour le rapport à Kafka, puisque une histoire veut, et je pense qu'elle est authentique, François Doss la relate dans sa vaste biographie croisée Deleuze-Guattari. Il relate une expérience proprement clinique que Guattari a fait avec Kafka, avec un patient qui était dans de très graves difficultés et qui a réussi à s'en sortir, ou en tout cas à réouvrir quelque chose ou un espace de possible du point de vue subjectif grâce à Kafka. En lisant du Kafka, en recopiant des nouvelles de Kafka et en se mettant lui-même à écrire. Guattari va en tirer une idée qui, je crois, traverse à la fois le livre qu'il écrit avec Deleuze et qui paraît en 75, et qui traverse encore sa réflexion sur Kafka, qui le poursuit jusque dans les années 80. On en a un témoignage par un petit essai qui s'appelle 65 rêves de Kafka, qui est paru il y a maintenant 1 ou 2 ans aux éditions Ligne. Et on en a un témoignage aussi par l'organisation d'une grande exposition dont Guattari est l'initiative en 83. L'exposition aura lieu au Centre Pompidou en 84, mais l'idée lui vient en 83 pour le centenaire de la naissance de Kafka. Le siècle de Kafka, c'était le nom de cette exposition. J'espère que vos auditeurs pourront consulter le catalogue de l'exposition qui est passionnant. On le trouve sans doute en bibliothèque. Question clinique, question du rapport entre Kafka et l'inconscient. Donc je dis traverse toute la réflexion de Guattari. On en trouve un témoignage dans le catalogue de l'exposition de 83 où Guattari dit exactement ceci. Je crois que l'effet d'ambiguïté et la force de l'œuvre de Kafka, c'est de produire un effet parallèlement à son niveau de discours littéraire manifeste, directement sur le processus primaire de l'inconscient du lecteur, permettant de donner une forme d'expression à des potentialités inconscientes de toute une époque. Et ça, c'est quelque chose qui est central dans le livre de 75, Kafka pour une littérature mineure. Il y a un degré d'efficacité de l'écriture kafkaïenne qui agit directement sur le processus de l'inconscient. Et c'est l'inconscient collectif, de l'inconscient, alors qu'il y a un inconscient à la fois collectif et individuel. À dire vrai, l'inconscient pour Deleuze et Guattari est toujours les deux. Il est transindividuel, si on veut. C'est-à-dire, à la fois, il relie et il disjoint des subjectivités. Bon. Donc, individuel et collectif, hein, connectant justement ces dimensions là. D'où la référence à Pierre et Marie Curie dans l'extrait que vous avez donné. C'est une question de physique, l'écriture. C'est la question de savoir comment l'écriture produit des intensités affectives chez le lecteur et agit sur son corps, hein, et le fait jouir, l'angoisse, le transit et le fait penser. C'est-à-dire que dans cet ouvrage sur Kafka, ils essayent d'aborder l'œuvre de Kafka par tous les biais, c'est-à-dire de tenir ensemble cette prolifération de textes et la multiplicité des statuts même des textes, que ce soit romans, nouvelles, lettres ou articles, et d'essayer d'entrer dans la connexion même de chacune des productions de Kafka. Donc c'est pas du tout une lecture ni thématique, ni structurelle. Ils rentrent dans une espèce de flux, pour reprendre un terme qui leur est cher, pour montrer comment la pensée elle-même est à l'œuvre et elle productrice de désir, y compris de la part du lecteur lui-même. Oui, absolument. C'est cette importance des connexions. Oui, c'est les connexions. Alors, évidemment, ça rend le bouquin très difficile à s'approprier du point de vue des instruments de la critique littéraire traditionnelle. Mais on peut voir quand même le type d'opération qu'ils font. Bon, on peut prendre peut-être un exemple, Adèle, pour donner une illustration de la chose. Ce qui fait à la fois l'intérêt du texte de Deleuze et Guattari, sans doute aussi parfois des forçages interprétatifs, comme toute lecture inventive qui se respecte, mais qui a cet avantage, votre collaboratrice Ariane Mintz qui a préparé l'émission tout à l'heure, et aussi de donner
envie de lire ou de relire Kafka, ce qui est, je crois, le plus beau compliment qu'on puisse faire à ce bouquin, même lorsqu'on le juge infidèle à l'auteur des départs, ce qui est une façon de lui être supérieurement fidèle. Deleuze et Guattari s'intéressent, par exemple, à des types de personnages. Ou à des types de configurations narratives. Par exemple, quand est-ce qu'intervient un duo chez Kafka ? C'est Clam et Clam dans le château, c'est toujours des bureaucrates qui sont les deux doubles absolument indiscernables l'un de l'autre. Et il s'interroge à la question de savoir comment, à l'intérieur de ce duo, par exemple, va intervenir un troisième personnage qui triangule la situation. Et comment ces personnages, on avait affaire à des employés de banque ou à des bureaucrates ou à des inspecteurs de police, tout à coup se transforment en personnages familiaux. Une espèce de métamorphose comme ça dans le dispositif narratif qui déclenche évidemment des nouveaux ressorts narratifs et des nouvelles actions, des nouvelles stases. Il y a beaucoup de stases dans les romans de Kafka. C'est des pauses, des gestes suspendus, etc. On peut prendre aussi l'exemple qu'ils analysent des deux types de portraits qu'ils voient chez Kafka, les portraits avec la tête droite et les portraits avec la tête penchée. Et ils disent notamment que le père, dans la lettre au père que Kafka a écrite, qui est une lettre extrêmement dure, qui s'adresse à son père, mais qu'il n'a jamais osé lui donner, mais qui est vraiment une lettre pour le coup très subversive, où le fils tente de tuer le père et l'accuse de tous les maux qui l'empêchent de bien vivre aujourd'hui. Eh bien, disent-ils, la lettre au père sur laquelle s'appuient les tristes interprétations psychanalytiques, c'est un portrait, une photo glissée dans une machine d'une certaine espèce. Le père a la tête penchée, non seulement parce qu'il est lui-même coupable, mais parce qu'il rend le fils coupable et ne cesse pas de le juger. Et ensuite toute une analyse sur la lettre au père qui ne serait pas prise dans un cadre interprétatif psychanalytique de base, mais voilà, vous montrer que c'est autre chose, c'est le désir frustré qui s'exprime. Et voilà encore un exemple de manière donc de procéder, par portrait, par image, même créé pour parler de Kafka. Oui, absolument. Peut-être on peut profiter de l'occasion pour dire que, à propos de cette lettre au père, qui est effectivement un des points de repère pour les lectures psychanalytiques de Kafka, que Deleuze et Guattari, ce qui est inscrit aussi le bouquin dans leur conjoncture, on est au milieu des années 70, bon, alors ça peut, parfois quand on lit le bouquin, se demander, enfin, quel est leur interlocuteur, ou quelle est la polémique dans laquelle ils prennent parti. Bon. Il se trouve que, peu après, ou juste avant l'Anti-Oedipe, en 72, était paru un bouquin de Marthe Robert, qui s'intitule Roman des origines et origines du roman, que tous les étudiants en lettres connaissent. On lit encore ça. C'est un bouquin très très intéressant. Bon. Marthe Robert était en même temps une grande traductrice de Kafka et elle avait établi les premières œuvres complètes, la première édition des œuvres complètes en français au début des années 60 de Kafka. C'est quelqu'un qui compte dans la réception de Kafka en France. La thèse de Marthe Robert était que le genre romanesque comme tel, et elle appuyait sa démonstration à la fois sur Kafka, sur Cervantes et sur Defoe, William Defoe, c'était l'idée que le roman n'a pas d'autre loi que le roman familial du névrosé, suivant le concept de Freud. C'était l'idée que tout roman est d'une certaine manière une amplification et une sophistication du complexe d'Oedipe, en tant que le complexe d'Oedipe est déjà une activité romanesque. Chacun, nous sommes des petits écrivains avec notre petit roman portatif privé qui s'appelle notre histoire oedipienne, et d'une certaine façon, le genre romanesque, un genre qu'on a dit sans code, sans loi, ou pouvant s'approprier tous les genres, tous les codes sociaux, etc., ce qui est vrai, n'aurait d'autre loi que cette scénarisation fantasmatique primordiale qu'on retrouverait. Bon. Alors Deleuze et Guattari disent c'est très intéressant tout ça, mais alors il n'y a pas besoin d'écriture, il n'y a besoin d'aucune spécificité d'un travail littéraire si d'une certaine manière chacun est déjà un petit écrivain portatif et si la culture ne fait que sanctionner d'une certaine façon la transmission dans le système du marché littéraire de ces fantasmes mis en forme romanesque. Bon. Alors évidemment, de ce point de vue-là, la lettre au père, ils en proposent une interprétation complètement différente, qui est une interprétation humoristique, exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'idée que, bien sûr que cette lettre est d'une certaine manière oedipienne, mais justement, ce qui est louche, c'est qu'elle est hyperboliquement oedipienne. Kafka déverse à longueur de page tout ce qu'il a échoué à faire à cause de son père, et Deleuze et Guattari déplace complètement la question, mais quel est le statut exactement de la lettre chez Kafka? Voilà, et ça justement, la lettre, les nombreuses lettres qu'il a écrites à Milena notamment. Et dans ces lettres, que ce soit la lettre au père ou les lettres à son amoureuse, si on peut la nommer ainsi, parce que c'est particulier, on va y revenir, on y lit un Kafka qui effectivement déverse toute sa haine, comme s'il se servait de l'autre pour mieux exprimer sa propre culpabilité et sa propre rancœur à l'égard de l'existence en général. Mais avant d'en venir là, vous avez parlé du statut de l'humour, pointé par Deleuze et Guattari, et c'est pas le moindre des mérites de ce livre que d'insister sur la dimension comique de Kafka. Écoutez Deleuze en parler, c'est dans un dialogue appelé Littérasophie et Philosophure en 1973 avec Hélène Sixou.
Dans Kafka, la lettre au père, ah, ça c'est bien, tout le monde s'y reconnaît, c'est la forme marchande. Qu'est-ce qu'il fait passer là-dessous? Qu'est-ce qu'il fait passer là-dessous comme devenir inhumain, comme devenir animal? La métamorphose, on voit très bien la forme marchande, tout le monde comprend. C'est le roman familial. Il y a un enfant, il y a son papa, sa maman, sa petite sœur, etc. Je ne dis pas que ça suffit à définir la forme marchande, je suppose que ça nous permettrait seulement de définir ça, le contenu de la forme marchande. Alors là-dessous, Kafka, il fait passer des choses très très étranges, des flux absolument inassignables, où l'on ne peut plus dire ça c'est ceci, ça c'est cela. Et c'est ça en même temps qui forme le comique de Kafka. Moi je crois que rire, c'est toujours assister à, c'est réagir à un décodage. Rire, c'est regarder couler quelque chose là qui n'est pas codable. Où on se dit, mais à quel code ça renvoie? Alors là, ça c'est le grand rire. Il murmurait à mon oreille, tout en me serrant dans ses bras. Je vous promets monts et merveilles, amour toujours, etc. Il me disait avec emphase, j'ai choisi de mourir pour vous. Mourir pour moi, des mots, des phrases, ce que j'ai choisi est me fou. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des baisers perdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h27 et vous écoutez Jeanne Moreau qui a choisi de rire à la suite de Kafka, auteur comique. Mais oui, ce sont Gilles Deleuze et Félix Guattari qui l'affirment dans le texte intitulé Kafka pour une littérature mineure qui date de 1975, publié aux éditions de Minuit, et dont vient nous parler aujourd'hui le philosophe Guillaume Sibertin-Blanc, maître de conférences en philosophie contemporaine à l'université de Toulouse-Le Mirail et auteur de Deleuze et l'anti-Oedipe, la production du désir, ainsi que Politique et État chez Deleuze et Guattari, essai sur le matérialisme historico-machinique, 2 ouvrages disponibles au PUF. J'ai choisi de rire de tout, de rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent, des amours fugaces, des mots éperdus. J'ai choisi de rire des baisers perdus, des espoirs déçus, des promesses folles, des vaines paroles, des amants jaloux. J'ai choisi de rire de tout. Alors je ne sais pas si Kafka a choisi de rire, en tout cas pas dans sa correspondance, on va y venir, mais en tout cas il fait rire, et c'est ce que disait Deleuze dans l'archive que nous avons entendu, de 73. Ce qui est peut-être plus difficile à comprendre, il définit parfaitement, de manière assez brillante, le rire, comme étant le fait d'avoir des signes inassignables, les codes qui explosent provoquent le rire, mais il arrive à cette conclusion en partant de l'analyse de Kafka comme une forme marchande. Oui. Là, on est bien loin de la forme comique, justement, avec la forme marchande. Ouais, c'est que la forme marchande ne fait pas tellement rire Deleuze. C'est ça. En fait, c'est ça. Pour cette histoire de rire, c'est intéressant parce que, c'est peut-être plus convenu maintenant que ça pouvait l'être il y a, que je me trompe pas, 40 ans maintenant. Bon, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a un humour kafkaïen qu'on peut relier à des traditions de l'humour juif ou à des formes d'humour noir. Enfin, on se souvient que Breton, dans son anthologie d'humour noir, parle de Kafka. Donc tout ça est pas complètement nouveau. Mais en 75, ça permet peut-être l'insistance que Deleuze et Guattari mettent là-dessus. Ça permet peut-être de bien marquer aussi à quel Kafka on a affaire. C'est-à-dire il y a quand même une histoire de la réception de Kafka en France et en Europe.
Europe. C'est pas le seul cas, mais c'est un écrivain qui a été l'objet de conflits quasiment diplomatiques entre les deux blocs, enfin, pour savoir est-ce que Kafka est avec nous ou avec vous, hein. Ça faisait l'objet en particulier du congrès de la paix à Moscou en 62, où Sartre était intervenu de façon très éloquente pour prendre la défense de Kafka qui avait été complètement laminé par les normes du réalisme socialiste en littérature, etc. Voilà. Alors, surtout, je crois que ça permet, cette histoire d'humour de Kafka, de prendre la mesure de la distance qui sépare Deleuze et Guattari des lectures existentialistes qui ont été très importantes de Kafka dans l'immédiate après-guerre. Ça a été le cas de Sartre dans un premier texte, enfin, qui s'appelle Kafka, écrivain juif en 47. Ça a été le cas de Camus, ça a été le cas de Jean Val, qui écrit en 49 un bouquin sur l'existentialisme de Kierkegaard à Kafka, Sartre et Heidegger. Hein, ça vous donne un peu une idée de la filiation. Qui est un Kafka à la fois un Kafka existentialiste, un Kafka pétri ou complètement engoncé dans l'angoisse de la transcendance impossible ou inconnaissable, bon, et torturé dans le fond de la conscience par cet ailleurs à la fois omniprésent et insondable. Bon. Et alors évidemment, Deleuze et Guattari sont très loin de ça. Hein. On passe par-delà les années 60, toutes les recherches structuralistes, et par-delà 68, et cette lecture, disons, existentialo-métaphysique a pris un peu du plomb dans l'aile. Bon. Même si on voit bien qu'ils essayent aussi de retranscrire certains problèmes de la lecture existentialiste dans une terminologie plus psychanalytique ou schizoanalytique dans leur terminologie. Alors, la question de la forme marchande sur laquelle vous attiriez notre attention, bon, elle est pas drôle du tout pour Deleuze et Guattari. C'est même ce qui fait un peu pleurer ou comme il dit, désespérer de la littérature. Bon, c'est l'idée que, alors c'est intéressant si vous voulez pour comprendre le lien entre l'Anti-Oedipe et Kafka. Bon, je croisais dans le couloir de la maison de la radio en arrivant mon ami Marc Répon qui me disait ah oui mais moi plus je lis Kafka et plus vraiment je vois que le bouquin de Deleuze et Guattari vraiment ça dysfonctionne complètement. C'est un plaquage de l'Anti-Oedipe sur l'œuvre de Kafka. Ce qui n'est pas complètement faux en un sens. Mais moi, je crois que c'est plus intéressant de voir la chose en sens inverse, c'est-à-dire de comprendre comment le bouquin sur Kafka oblige à redéfinir, en fait, ce dont il était question dans l'Anti-Oedipe. À savoir que l'Oedipe, le complexe d'Oedipe et la critique que Deleuze et Guattari en donnent, c'est pas fondamentalement une question de psychanalyse. C'est d'abord une question littéraire. Parce que ça touche à la question de la mise en forme narrative du sujet. Il n'y a pas de sujet sans des types de narration dans lesquels le sujet lui-même se repère dans son monde et affronte ses problèmes de l'existence. Ça touche à sa sexualité ou à autre chose. Bon. Et précisément, ça permet de définir l'Oedipe comme la forme marchande de la littérature, c'est-à-dire une sorte d'équivalent général qui permet de rendre échangeable et interchangeable n'importe quel objet culturel, puisque n'importe quel objet culturel finalement renvoie au même contenu fantasmatique que chacun serait censé avoir de son côté de façon privée. C'est ce que Deleuze appelle le roman familial, un papa, une maman, un enfant. C'est le roman familial dont le concept est forgé par Freud et que Marthe Robert justement avait emprunté à Freud pour développer sa conception du roman comme une sorte de développement sur le plan des œuvres de la culture, de ce que finalement on retrouve identiquement chez n'importe quel individu, la question de l'origine et la question de la généalogie. Alors cette question de la déconnexion justement entre la forme marchande, le roman familial et la littérature produite par Kafka, bien de cette question va émerger le rire, mais aussi, et c'est plus surprenant, des fantômes. Écoutez Deleuze. Pourquoi qu'une lettre, c'est un fantôme? Pourquoi qu'un coup de téléphone, c'est un fantôme? Et comme il dit, c'est son style à lui, comme il dit à Milena. Mais même avant que la lettre soit partie, les fantômes ont bu le baiser que je t'envoyais. Lettre à Milena dans l'édition Gallimard, page 260. Je n'ai pour ainsi dire jamais été trompé par des hommes, par des lettres toujours, y compris par les siennes, y compris le. Et cette fois, tiens, il le dit, et cette fois, ce n'est pas par celle des autres, mais par les miennes. La grande facilité d'écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde, du point de vue purement théorique, une terrible dislocation des âmes, c'est-à-dire une double perte, et de la fonction individuante et de la fonction sociale. C'est un commerce avec des fantômes, non seulement avec le fantôme du destinataire, mais encore avec le sien propre. L'humanité le sent et lutte contre le péril. Elle a cherché à éliminer le plus qu'elle pouvait le fantomatique entre les hommes, à obtenir entre eux des relations naturelles, à restaurer la paix des âmes en inventant le chemin de fer.
en inventant le chemin de fer, l'auto, l'aéroplane. Vous voyez là, il vient d'affirmer les deux lignées technologiques, mais cela ne sert plus de rien. Ces inventions ont été faites une fois la chute déclenchée. L'adversaire, c'est-à-dire les fantômes, l'adversaire est tellement plus calme, tellement plus fort. Après la poste, il a inventé le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Les esprits ne mourront pas de faim, mais nous périrons. Quel texte, hein? Dois-je résumer, Félix? D'abord une observation, aussi ancienne qu'immédiate. Je prends la plume et je suis proche de toi. Plus proche de toi que lorsque je me tiens auprès du canapé. Ici, tu ne me renverses pas. Ici, tu n'évites pas mes yeux, ni mes pensées, ni mes questions, et pas même lorsque tu te tais. Serions-nous donc ici dans l'appartement du grenier avec l'horloge du clocher comme pendule? Possible. Nous avons constaté que nous n'avons passé ensemble aucun bon moment. Et encore, c'est dit bien pompeusement. Peut-être n'avons-nous pas passé ensemble une seule minute de totale liberté. Tu m'avais promis de rester courageuse et puis tu m'avais dit « C'est si curieux, nous nous écrivons régulièrement et très souvent, j'ai déjà beaucoup de lettres de lui, j'aimerais beaucoup l'aider, mais c'est si difficile, il me rend les choses si difficiles, nous ne parvenons pas à nous rapprocher. » Et c'est là, comprends-moi bien, que tous les deux, nous en sommes presque restés. L'un le reconnaît plus tôt, l'autre plus tard. L'un oublie un moment où l'autre s'en souvient. Il y aurait un moyen facile d'arranger les choses, pourrait-on croire. Si on ne peut pas se rapprocher, on s'éloigne. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus possible. Le poteau indicateur ne montre que cette unique direction. Tel est le premier fait, impitoyable. Et le deuxième réside en nous deux. Deleuze, citant une lettre à Milena de Kafka, montre comment les hommes auraient inventé, pour réduire les obstacles du temps et de l'espace, des moyens de communication, de transport, comble de la modernité, les PTT, nous dit Deleuze. Mais ce rapport fantomatique à l'existence, c'est aussi celui qui est présent dans les lettres de Kafka. Moi, j'ai lu un extrait des lettres à Félix, où là, pour le coup, c'est assez troublant, parce qu'il le dit clairement, il préfère largement lui écrire que d'être à côté d'elle, comme s'il préférait écrire à un fantôme. Il y a quand même un rapport ici à l'existence incarnée qui est très problématique. Oui, vous avez raison. Et puis de faire de lui-même, d'une certaine manière, un fantôme. Le rapprochement du passage lu, enfin, le passage de Deleuze et de votre lecture me paraît génial et très éclairant. Bon. Pourquoi Deleuze s'intéresse à ce passage chez Kafka sur la distinction entre les deux séries d'inventions techniques? Donc on a d'un côté l'aéroplane, l'auto, le train. Qu'est-ce que ça fait? Ça rapproche les hommes. Ça permet leur proximité. Ça permet la relation dans sa contiguïté. Bon. Et puis de l'autre côté, on a ces techniques bizarres, le télégraphe, le téléphone, le parlographe. Le parlographe qui est... Félix travaillait dans une compagnie de parlographes. Voilà. Ça intéressait manifestement beaucoup Kafka. Et ce sont des techniques justement qui permettent de ne pas rapprocher les hommes. Et les femmes, et les hommes et les femmes entre eux. C'est-à-dire, ça permet de créer un semblant de proximité à travers la réaffirmation perpétuelle d'une distance. Bon, et alors Deleuze s'intéresse beaucoup à ça parce qu'il y voit avec Guattari le secret en fait des lettres. Pourquoi Kafka écrit des lettres? D'abord, quand est-ce qu'il écrit des lettres? Il y a la lettre au père, bien sûr, massive, jamais transmise, comme vous l'avez rappelé. Et puis il y a surtout des lettres aux amis et des lettres aux femmes aimées. Bon, ça se finit toujours mal, etc. Mais ça donne lieu à une production de lettres tout à fait prolifique. Bon. Et alors, l'idée de Deleuze et Guattari, c'est que la lettre est absolument nécessaire au processus d'écriture de Kafka dès qu'il s'agit de conjurer la proximité conjugale.
Et pourquoi? Simplement parce que c'est un mécanisme quasiment linguistique, ou un mécanisme, disons, qui relève du dispositif de l'énonciation de base. C'est que la lettre matérialise ce que les linguistes appellent la distinction entre le sujet d'énonciation et le sujet d'énoncé. Le sujet d'énonciation, c'est le bonhomme qui, dans sa chambre, est en train d'écrire la lettre. Le sujet d'énonciation, c'est le même bonhomme, mais en tant que la lettre en parle. C'est-à-dire, c'est le bonhomme couché sur le papier, en quelque sorte, et qu'il envoie au loin, à Vienne, à Berlin, à la femme aimée, ce qui lui permet, lui, justement, de ne pas y aller. C'est-à-dire, tant que la lettre y va, et en portant avec elle le sujet d'énoncé, le sujet d'énonciation, lui, peut rester dans sa chambre et à écrire « comme tu me manques, comme j'aimerais venir te voir, mais ne t'inquiète pas, je t'écrirai, etc. » Donc c'est ce que Deleuze et Guattari appellent la perversion innocente de Kafka dans les lettres. Il y a une tactique, une stratégie à la fois d'écriture et amoureuse dans la lettre, qui permet à Kafka à la fois de jouir de son écriture, puisque c'est ça sa vie, il ne cesse de le dire, sa seule passion, la passion d'écrire, et en même temps de conjurer ou de faire avec l'angoisse de la proximité conjugale. Il le qualifie de pervers, et en effet le terme est même faible. Quand on lit la correspondance de Kafka, les lettres, et même si on lit jusqu'au bout la lettre dont je n'ai lu qu'un extrait, on y découvre un Kafka complètement pervers, je ne sais pas quel est le superlatif de pervers, qui en veut à Félix en fait d'être innocente. Il lui dit mais toi c'est encore pire, tu es innocente, moi je suis coupable et j'en souffre, mais ta souffrance devrait être bien plus importante que la mienne parce qu'en plus tu es innocente. Cette correspondance-là et le rapport pervers qu'il a aussi aux femmes, cette volonté de ne voir une femme qu'une fois puis ensuite de lui écrire pendant 2 ans et de refuser de la revoir, fait passer Kierkegaard pour un séducteur de bac à sable. Pour le coup, la Kafka le dépasse largement. Oui, c'est vrai. Bon, oui, mais alors bon, peut-être que Deleuze et Guattari force le trait, mais assez présent dans les correspondances de Kafka. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils essaient de minimiser systématiquement les déclarations kafkaïennes, et elles sont nombreuses et abondantes, et même surabondantes, c'est peut-être ce qui leur paraît louche, de sentiments de culpabilité. Et d'une certaine façon, je crois qu'ils écrivent d'ailleurs dans leur analyse de la correspondance amoureuse de Kafka, que d'une certaine manière, le dispositif de la lettre a ceci justement de pervers qu'il innocente tout le monde. Il innocente Félix, mais il innocente aussi le sujet dénoncé, puisqu'il parvient bien par la lettre à la femme aimée, et il innocente le sujet d'énonciation, puisque d'une certaine manière, il n'a rien à faire d'autre que d'écrire des lettres. Donc d'une certaine façon, c'est une perversion où tout le monde sort innocent. Mais c'est là aussi où la littérature, c'est-à-dire aussi une forme de fantôme, existe et lui vient en aide. C'est bien parce qu'il crée ce monde parallèle, ce monde fantomatique, qu'il devient écrivain. Oui. Un mot quand même, on l'a pas dit, Guillaume Sibertin-Blanc, pourquoi littérature mineure? Ah, voilà, c'est pas qu'il fallait. On aurait pu commencer par là, on va terminer par là. C'est un vaste programme. Bon, comment on peut peut-être donner quelques repères à vos auditeurs? Bon, c'est le projet de repenser la fonction politique de la littérature, on va formuler comme ça, la construction de ce concept, sans renoncer à inscrire cette politique dans l'analyse du style de l'écrivain. Pour le dire peut-être simplement, il y a pour Deleuze et Guattari des enjeux politiques à l'écriture littéraire qui se jouent à même le travail sur le matériau linguistique dont l'écrivain que l'écrivain a à sa disposition. Bon. La situation des minorités intéresse beaucoup Deleuze et Guattari dans ce cadre-là. Il le travaille d'abord avec Kafka, écrivain juif tchèque vivant à Prague, dans les milieux germanophones, en fait, pragois, puisque Kafka écrit en allemand, dans un certain allemand, et c'est toute la question de savoir quel est l'allemand qu'il travaille. Et Deleuze et Guattari, pour peut-être aller au plus court, ayant l'idée que le ressort stylistique, là où Kafka invente quelque chose d'inédit dans la langue, c'est dans une certaine manière, non pas d'écrire dans une langue mineure, par rapport à la langue majeure ou dominante qu'est l'allemand, mais au contraire d'écrire dans l'allemand pour minoriser cette langue. C'est-à-dire pour appauvrir activement cette langue. C'est un acte politique. Et c'est un acte politique, ne serait-ce que parce que c'est un acte qui est contemporain de l'émergence des mouvements de minorités, des mouvements nationalitaires en Europe de l'Est. On est dans le cadre d'un empire multinational où commencent à se développer à la fois des revendications d'indépendance nationale, connectées ou disjoints, mais en tout cas liées à d'autres mouvements politiques avec lesquels Kafka était lui-même, enfin que Kafka connaissait bien, ça fait toutes sortes de débats de savoir s'il en était proche et jusqu'à quel point il en était proche, mais des mouvements anarchistes ou disons socialistes libertaires. Bon. Et contemporain donc de ces mouvements-là, il y a une lutte à mener contre la domination à l'intérieur des systèmes d'expression linguistique. Bon.
Et c'est là que le travail de l'écrivain opère. C'est-à-dire que dans une conjoncture où la conscience émancipatrice n'a pas de lieu pour s'exprimer, disons, dans le monde social, il revient à la littérature, non pas de fournir un instrument idéologique à la lutte, mais de créer la nouvelle forme d'énonciation collective d'un peuple qui n'existe pas encore et qui est encore à inventer. Et donc ça passe par un travail de la langue. Ça, c'est pas tellement une revendication politique dans le contenu du texte, c'est le choix de la langue pour Kafka et le travail de la langue qui produit cette littérature mineure dont Deleuze et Guattari disent que c'est l'effet le plus fort de la déterritorialisation de la langue. Oui. Ce qui est un concept qui leur est cher, un peu barbare. Peut-être pas le temps de tout expliquer ici, mais c'est ce que ça signifie, cette forme de décentralisation en fait du sujet et de dissocier le sujet de toute forme de territoire, c'est-à-dire de patrie dans tous les sens du terme. Oui, en fait. absolument. La déterritorialisation de la langue, on peut le dire peut-être si on a une minute. On a une minute, voilà, exactement. De façon assez simple. C'est d'abord un état de fait, la déterritorialisation de la langue. Dans une conjoncture linguistique donnée, la langue est elle-même une langue à chaque fois spécifique et elle-même traversée par des courants qui sont des courants sociaux, politiques, voire géopolitiques. La langue allemande n'est pas dominante dans l'Empire austro-hongrois sans être traversée par des usages et des appropriations mineures. C'est les populations juives qui parlent l'allemand, le tintant de yiddish. C'est la population tchèque qui parle l'allemand, mais du coup qui y introduisent des intonations, voire des effets de syntaxe un peu tordus, un peu étranges. La déterritorialisation de la langue, c'est d'abord cet état matériel en quelque sorte de la langue. L'écrivain kafkaïen, c'est le style de Kafka, pour Deleuze et Guattari, consiste précisément, non pas à essayer de réparer cet appauvrissement ou cette dysfonction de la langue, mais au contraire de s'y engouffrer, précisément pour la rendre créatrice en tant que justement on a affaire à une langue pauvre ou étrange, tordue, baroque. M'as-tu écrit, c'est décevant, mon cœur bat fort en arrivant, la concierge attelle pour moi ta lettre, ton papier bleu roi, tout ému, je frappe au carreau, elle ouvre un de ses soupiraux, bonheur du ciel, oh je l'ai vu, concierge aimé, qu'as-tu en main, tes bigoudis, qu'ils te vont bien, tu me tends la lettre attendue, joie dans l'escalier, je bondis, je suis loquace, je m'arrête, bonjour madame, oh la risette, bonjour bébé, guidi guidi. Que me répond dans ses langes le gros poupon et la maman pour être affable devant ses con aimables que m'adresse son blondinet me dit voyez il vous reconnaît. Prenant congé toujours content je scrute ta lettre en montant. Contribution directe quoi? C'est le percepteur, zut c'est pas de toi. Ma déception ne dure pas, ouvrant ma porte au premier pas. Sur mon tapis, je vois de suite ta lettre glisser là devant, montée par le courrier d'avant. Je vais la dévorer vite. Le percepteur, après, si je retardais ma lecture, je serais un salaud sans allure. L'amour avant les intérêts. Amende ou avertissement, peuvent-ils compter un moment devant ta lettre, ma chérie? Bon, c'est peut-être une saisie ou peut-être contrainte par corps. Tout de même, je vais voir ce qu'il me veut d'abord. Les lettres sont un roman à elles-mêmes, c'est Noël qui le chante. Un grand merci à vous Guillaume Sibertin-Blanc d'être venu nous parler de Deleuze et Guattari aujourd'hui, donc de cet ouvrage intitulé Kafka pour une littérature mineure, publié en 1975, toujours disponible évidemment aux éditions de Minuit. De vous, je renvoie à la lecture de deux ouvrages qui portent sur Deleuze et Guattari, Politique et État chez Deleuze et Guattari, essai sur le matérialisme historico-machinique, ainsi que Deleuze et l'anti-Oedipe, la production du désir, deux ouvrages disponibles au PUF, et puis bientôt un troisième ouvrage viendra les rejoindre, Cause mineure, un ouvrage que vous écrivez sur la question de la minorité dont on a un peu parlé aujourd'hui, toujours au PUF. Et puis vous l'avez cité, 65 rêves de Kafka de Félix Guattari est disponible aux éditions Ligne, et les lettres à Milena de Kafka sont disponibles aux éditions Nous. Écris-moi vite à l'adresse que voilà. Oui, je vais y écrire à ce fumier là. Je lui écrire, il se fout des gens. Voilà, monsieur, je n'ai pas d'argent. 5000 balles, il a des visions. Où veux-tu que je les prenne, voyons. Puis zut, soyons tout à l'amour. Hier, je suis allé au bourg. J'ai vu saurais-je pardonner. Deux petits chapeaux bien attirants. Aussi, envoie-moi 5000 francs. Ah bon, comme lui, c'est ma tournée. Allez, on va laisser Noël à la rédaction de ces lettres d'amour, de la correspondance amoureuse, pour retrouver Géraldine Mosna-Savoie sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h49. Encore 2 minutes papillon, et bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez comme tous les jours d'un ouvrage qui a retenu votre attention, un ouvrage qui vient de paraître, et c'est de Roland Barthes qu'il est question aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, deux courts textes de Roland Barthes sur l'artiste Saïd Tombli, c'est paru aux éditions du Seuil. Depuis quelques mois, j'ai découvert une autre activité
de jeu, si je puis dire, parfaitement désintéressé, qui est de peindre ou de dessiner. Ça a été très brusque, très nouveau dans ma vie. Je n'y pensais absolument pas. Je m'y suis mis cet été, et là aussi j'en retire une très très grande joie. Dès que j'ai 20 minutes, je mets des couleurs sur du papier. Ce matin, 31 décembre 1978, il fait encore nuit, il pleut, tout est silencieux lorsque je me remets à ma table de travail. Je regarde Hérodiade de Saïd-Tombli et je n'ai vraiment rien à en dire sinon la même platitude que ça me plaît. Mais d'un coup, surgit quelque chose de nouveau, un désir, le désir de faire la même chose, d'aller à une autre table de travail, non plus celle de l'écriture, de prendre des couleurs et de peindre, tracer. Au fond, la question de la peinture, c'est est-ce que vous avez envie de faire du Tombli ? Eh bien, le 25 mai 1975, au Café de Flore, a eu lieu justement une rencontre entre Roland Barthes, dont on a entendu la voix et dont je viens de lire quelques lignes, et l'artiste Saïd-Tombli. De cette rencontre, en sortiront 2 textes courts qui se répondent, se reprennent et s'éclairent l'un l'autre, 2 textes dans lesquels Barthes procède comme s'il faisait répondre son écriture et ses propres catégories aux œuvres de Tombli. Écriture, culture, support, corps, moralité, mais aussi griffure, déchets, salissures, effets rares, tout est mis en œuvre par Barthes pour saisir l'inutilité souveraine des peintures de l'artiste et plus particulièrement son geste dont le sens s'est évaporé et dont il ne reste que le papier, ou dit avec les mots de Barthes, où il ne reste que le tour nerveux des lettres et le jet de l'encre, le tact gauche sur le dernier état de la peinture, son plancher, le papier. Dans cette perspective, l'art de Tombli, dit encore Barthes, consiste à faire voir les choses, non celles qu'il représente mais celles qu'il manipule, ce peu de crayon, ce papier quadrillé, cette parcelle de rose. Si face à un tableau, il n'est ainsi jamais naïf de se demander ce que ça veut dire, il n'est donc pas non plus naïf d'en revenir à cette question encore plus ordinaire, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, ce qui se passe, la réponse est dans ce livre. Donc, la réponse est dans ce livre et dans ces 2 courts textes rassemblés sous le titre Saïd-Tombli aux éditions du Seuil et à l'occasion de la grande rétrospective consacrée à l'artiste au Centre Pompidou, donc depuis le 30 novembre jusqu'au 24 avril 2017. C'est noté. Merci Géraldine, merci Guillaume Sibertin-Blanc d'être resté avec nous. Merci à Ariane Mins qui a préparé l'émission, Marianne Chassor qui, comme tous les jours, prépare chaque émission, est indispensable au même titre qu'Antoine Ravon, Pierre Brossard, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger, je vais y arriver, Élise Le à la prise de son aujourd'hui. Demain, on se retrouve demain évidemment pour la suite de cette semaine sur Deleuze et la littérature après Proust, Henry James, Kafka. Demain, ce sera Beckett l'épuisé et c'est le Deleuzien Jean-Clé Martin qui viendra vous en parler. D'ici là, pour réécouter l'émission ainsi que toutes celles de cette semaine, toutes les émissions passées d'ailleurs sont disponibles sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pouvez les réécouter en ligne mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les installer sur votre ordinateur, votre lecteur MP3, les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne également rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Sur France Culture, à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian. Bonjour Adèle. Vous continuez votre promenade en Afrique. Enfin, promenade, c'est pas vraiment une balade puisque vous parlez du défi sécuritaire. Oui, absolument. C'est des promenades un peu sérieuses quand même. Et on va parler ce matin d'opération de maintien de la paix et s'interroger sur les limites de l'action onusienne. Ça, ce sera à 11h. Mais tout de suite sur France Culture, votre feuilleton quotidien La Vie moderne. Cette semaine, 86, Année blanche de Lucille Borde.